l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. À libérer Tiraka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, nous évoquerons le succès du club auvergnat face au Stade Français. C'était samedi soir avec un débat qui mettra aux prises d'éminents spécialistes du ballon ovale, à savoir Manu Caillot, Jean-François Nunez et Dédé le supporter. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martial. Salut Martial. Alors messieurs, préparez vos arguments, le débat c'est dans un instant. Juste après, je vous solliciterai pour vos tops et vos flops. Et pour terminer, il y aura le quiz, mais nous commençons tout de suite avec les 3 infos. 3 infos essentielles ou pas que nous avons retenues cette semaine. La première, elle concerne Sébastien Vahamaina qui, selon le confrère de la Montagne, devrait prolonger son aventure avec l'ASM Clermont. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, la signature n'est pas encore officielle. On parle d'un nouveau contrat de 3 ans pour le deuxième ligne clermontois qui est âgé de 26 ans. Messieurs, bonne ou mauvaise idée ? Très bonne quand on voit les performances actuelles de Sébastien Vahamaina, que ce soit face au Racing il y a une dizaine de jours ou ce week-end face au Stade Français. Voilà, il est à son meilleur niveau et c'est un des éléments clés. Un homme de base. Ouais, Dédé, ça te paraît logique ? Ça me paraît logique, et encore fallait-il le réaliser, parce que bon, ça doit être tu veux dire qu'il doit être sollicité ? Très sollicité, oui. Des clubs très argentés, pas très loin d'ici, côté à 89 et à 75. Ont dû être actifs sur le dossier, malheureusement pour eux et heureusement pour nous. L'ASM a su trouver les arguments pour conserver ce joueur qui, depuis son arrivée en Auvergne, a vraiment pris une nouvelle dimension, que ce soit en club ou au niveau international. Autre info glanée, celle-là dans l'équipe, on apprend dans un article d'Aurélien Bouisset consacré aux stratégies mises au point par le staff de l'ASM pour marquer le plus rapidement possible, sans multiplier les temps de jeu, que Franck Azema, l'entraîneur de l'ASM, eh bien, il doit offrir un repas à ses 3 quarts chaque fois qu'ils inscrivent un essai lors de ces phases de jeu. Ça risque de coûter cher au coach de l'ASM, non, au vu des prestations de l'ASM en ce début de saison. Plus cher cette année que la saison précédente, certainement. À ce sujet, moi j'ai une petite anecdote, excusez-moi. Mais je connaissais un entraîneur dès avant qui lui payait le resto à son paquet d'avant quand il faisait un 100% en touche. Du côté d'Aurillac, non ? Voilà, un entraîneur irlandais qui officie en Corrèze désormais. Une troisième et dernière info, elle concerne cette fois la pelouse du stade Michelin affectée cet été par un champignon. Les spectateurs du match de samedi ont pu voir que les stigmates de cette infection sont encore visibles, même si Manu, tu me disais ça reverdit un peu, que l'état de santé du gazon s'est amélioré, non ? Oui, un petit peu. Mais en plus, c'est suivi pour en avoir discuté avec le stadium manager en fin de semaine dernière. Voilà, c'est en amélioration. Ils font des photos régulièrement quand les joueurs s'entraînent sur le terrain d'honneur avec le drone qu'ils utilisent pour les entraînements. Ils captent des images pour voir l'évolution justement. Et apparemment, ça évolue plutôt bien. Donc, on a bon espoir que l'état de santé de la pelouse suive la même courbe que celle de l'équipe, voilà. En espérant qu'elle soit verte toute l'année. C'est noté. C'est maintenant l'heure du débat. Messieurs, il ne vous a pas échappé que l'ASM a gagné ses 3 premiers matchs de championnat. La question, elle est donc la suivante, elle est toute simple. L'ASM est-elle le grand favori, j'insiste bien, grand favori du top 14 ? Manu, ton avis ? Pour moi, c'est un grand oui, et c'était déjà le cas avant que la saison démarre. Alors, je vais développer pour plusieurs points. Tout d'abord, quand on voit l'effectif de l'ASM, à mon avis, c'est le meilleur effectif du championnat. En sachant que beaucoup de joueurs reviennent de blessures, donc sont frais, ont assez peu joué l'an passé, vont être revanchards. Cet esprit de revanche habite le groupe, très franchement. On l'a vu dans les propos avant la saison, déjà, notamment l'interview accordée à Morgan Parra avant le premier match, où il disait qu'il n'avait pas oublié le comportement de certaines équipes. Mais je pense que dans leur viseur, il y avait le Racing qui en a fait les frais le week-end dernier, avec cette lourde défaite.
également peut-être le Stade Français qui avait infligé une véritable correction aux Auvergnats, on s'en souvient, au printemps dernier. Voilà, tout ça. Et puis, la donnée la plus importante à mes yeux, c'est cette période de préparation qui, cette année, est beaucoup plus longue. Oui, c'est pratique quand on ne fait pas les phases finales. Effectivement, ça leur a permis de bien récupérer déjà, de digérer cette saison ratée et de repartir sur de bonnes bases pour cette nouvelle saison. Le préparateur physique disait qu'il n'avait jamais connu ça, Sébastien Bourdin, avec l'ASM. Donc là, ils prennent le temps de bien travailler. S'il y a des points qui ne fonctionnent pas, ils ont le temps de reprendre. Et ça se voit, l'ASM a attaqué ce championnat, tambour battant, les Clermontois sont prêts. Donc pour moi, c'est effectivement le grand favori de ce championnat. Allez Jeff, tu vas nous jouer le rôle de climatiseur un petit peu là. Je vais un peu tempérer l'enthousiasme de Manu. Pour moi, l'ASM n'est pas le grand favori. Tout simplement, même si ces arguments sont tout à fait recevables, en effet, il n'y a aucun doute. T'as bossé tes arguments, Manu. Non, ces arguments sont très pertinents. Tu vas nous dire que c'est trop tôt encore pour... Bien sûr, c'est beaucoup trop tôt. Et c'est surtout trop tôt en raison du fait que l'ASM, pour une fois, certes, c'est l'un des points forts de l'ASM aujourd'hui pourrait être l'un de ses points faibles demain. L'ASM aujourd'hui, elle a tout le monde sous la main. Elle a récupéré la totalité de son effectif. Encore deux ou trois bobos, mais bon, voilà. Elle s'est préparée de manière optimale. Elle s'est reposée de manière très importante. Les joueurs ont eu 7 semaines de repos. Ils n'avaient pas eu ça depuis des lustres. Mais ce qui fait que l'ASM aujourd'hui est leader avec 14 points sur 15, c'est parce que l'ASM, elle est prête. Et les autres ne le sont pas. Et les autres le seront bientôt. Et peut-être que quand les autres le seront, le différentiel d'aujourd'hui, il s'inversera, il sera dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai qu'il y a des favoris qui débutent ce championnat timidement. On va penser à Montpellier qui a perdu chez lui contre Castres. On va penser à Toulon qui n'aurait pas dû gagner hier, peut-être. C'est un sentiment qui est peut-être partagé autour de cette table. Je crois qu'on va beaucoup parler de Monsieur Cardona dans cette émission. Y a ça, et puis bon, mais pas que. Là, on joue sur des terrains qui sont bons. Les terrains ne sont pas gras, les ballons ne sont pas glissants. C'est idéal pour que l'ASM mette en place son jeu de mouvement. Et qui est l'un des plus beaux quand l'équipe est au complet, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Mais quand on va rentrer dans la période automnale et hivernale, quand on va rentrer dans les périodes de doublons avec de très nombreux joueurs sollicités pour l'équipe de France, peut-être que les autres vont montrer que l'ASM d'aujourd'hui sera plus en difficulté dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. C'est pour ça qu'en faire le grand favori après 3 journées, c'est un peu tôt, Manuel. Allez Dédé, si je te demandais de faire un petit peu l'arbitre entre les deux là, grand favori ou pas? Grand favori, il y a des grands favoris qui font la course en tête toute l'année, terminent avec 10 points d'avance sur le deuxième et qui se rabassent à la fin sur les phases finales. Tu penses à qui? À Montpellier? Montpellier et d'autres, et je pense à l'ASM aussi voilà, certaines années malheureusement. Donc c'est un championnat qui est maintenant un vrai championnat, parce que jusqu'à il y a 2-3 saisons, on avait les 6 équipes, on les connaissait presque au début du championnat. Ouais. Aujourd'hui, personne ne peut dire qui sera réellement dans les 6. Il y a des degrés de bon. Ouais, il y a 2-3 équipes. Il y a 2-3 équipes. On se dit qu'ils y seront. D'autres, il y a des doutes. Oui, qui sont en balance. Mais disons que voilà, donc ça oblige, maintenant, c'est ce qu'on a vu sur le début de saison, ça oblige toutes les équipes à jouer tous les matchs à fond, c'est-à-dire les impasses à l'extérieur, il n'y en a plus, à part peut-être les petites équipes, les 3 équipes qui vont jouer le maintien, c'est-à-dire Grenoble, Perpignan et Agen. Oui, je dis peut-être une bêtise, mais on a vu Agen faire l'impasse ce week-end. Oui, ils vont pas faire la guerre. Ils savaient d'aller faire la guerre au Racing, qui en avait pris 40 chez lui la semaine d'avant, passe à Clermont. Oui, ils allaient passer un quart voilà. d'heure. Donc, non, pour en revenir à... Donc grand favori.
Si l'ASM continue comme ça, de la phase régulière, pourquoi pas. Après, toutes les cartes sont rebattues au moment des phases finales et le champion, on l'a vu cette année, peut très bien être le 6e du classement. Cas s'est qualifié sur la dernière journée et après a démenti tous les pronostics. Donc, bon, ce qui est sûr par contre, c'est que l'ASM a préparé son coup. Il y a un esprit revanchard, il y a un effectif qui est presque au complet. Donc, quand on regarde les noms qui composent l'effectif clermontois, tout à fait objectivement, même en étant supporter, on peut quand même légitimement penser que l'ASM sera dans les 6, voire même dans les 4. Il y aurait une logique. Alors après, je connais les réserves de notre ami Jeff par rapport aux périodes internationales. C'est vrai qu'il y a des doublons. Maintenant, l'ASM ne jouera que la petite Coupe d'Europe cette année. Donc ça sera quand même des matchs à plus faible intensité où il sera peut-être utile à Franck Azema de lancer quelques jeunes prometteurs de l'effectif. Et donc, si on enlève 6 gros matchs de Coupe d'Europe, plus les phases finales, ça fait quand même une grosse différence. Donc après, en termes de gestion de l'effectif, après les périodes internationales, au mois d'avril, avant juste les phases finales du top 14, disons que si tout se passe bien, si l'ASM engrange des points et fait pas trop de fautes à domicile, elle peut arriver en position de force pour les phases finales, en pouvant faire souffler quelques joueurs majeurs, un peu éprouvés par la période du tournoi, et pour arriver au mois de mai en pleine patate. Alors ça veut dire, Manu, qu'il faudra surtout gérer en fait les doublons avec l'équipe de France, quoi. Les sélections internationales en tout cas, puisque le challenge européen devrait pas faire dépenser trop d'énergie. On connaît l'intensité de la Champions Cup. Très franchement, pour le challenge européen, si l'ASM gagne son premier match à l'extérieur, à Northampton, la première place sera quasiment assurée. Je vois pas l'ASM perdre chez elle les 3 matchs de la phase de poule. Ensuite, il y a ce déplacement en Roumanie. Voilà, là c'est pareil. Très franchement, il faudrait un accident, un cataclysme pour que l'ASM perde là-bas. Et puis après, Newport me paraît beaucoup plus faible que l'ASM. Donc, à mon avis, sur le challenge européen, il n'y a aucun doute à avoir. Donc, pratiquement tous les feux sont ouverts, on a envie de dire. Oui, tous les feux sont ouverts. Après, il y a des données qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui. Ce qui a plombé l'ASM l'an passé, ce sont les blessures. Je ne le souhaite pas. Il y en a déjà 3. Il y en a déjà, ouais. 3 matchs, 3 blessures. Ouais. Donc il faudra surveiller ça. Mais après, sinon, hormis ces périodes de doublons où il pourrait y avoir quelques petits casse-têtes pour Franck Azema. Et encore que quand on voit les jeunes qui poussent derrière, il y a quand même du talent. Et le recrutement qui a été fait derrière, je pense à Moala et Nana Williams, on peut penser que l'ASM ne sera pas forcément diminuée derrière quand Fofana, Lamera ou Warpenaud partiront rejoindre l'équipe de France. Le problème se posera peut-être de manière plus importante au niveau de la charnière, parce que là, les périodes internationales, ça concernera notamment Morgan Parra et Camille Lopez, mais également Greg Edlow. Donc ça fait quand même 3 joueurs majeurs de la charnière qui seront absents en novembre et pendant la période du tournoi. Donc là, on va voir en première ligne le jeune Cassan, qui avait été très intéressant avant de se blesser l'an dernier face à Northampton d'ailleurs. Je crois qu'il s'était blessé face à Northampton ici. Là. Oui, il y avait déjà une blessure face au Stade Français. Donc là, un secteur clé qui risque de se voir dépouillé. Et là, ça va dans ton sens, Jeff. Alors, ça va être. Va falloir gérer ce moment. Va falloir gérer ce moment-là. Et puis aujourd'hui, on parle de 10 joueurs dans la liste élite de l'ASM. Mais qu'est-ce qu'il et dans ces 10, on fait quoi des potentiels internationaux, comme Raka? Ça fera peut-être un 11e, peut-être qu'il y en aura un 12e aussi, et ainsi de suite. Donc non, l'ASM, elle va être énormément ponctionnée par l'équipe de France, par les équipes de France même. Les bons résultats de l'équipe et les bons résultats actuels risquent malheureusement pour l'ASM de ne pas arranger les choses et voir le quota de joueurs retenus par le staff de l'équipe de France, que ça soit
pour le tournoi, mais aussi chez les jeunes, parce qu'on parle de la relève, mais il y a aussi des jeunes de l'ASM qui sont internationaux U20 et qui ont les moyens de jouer des matchs du tournoi. Donc ça peut être une période compliquée pour eux. Alors, s'ils ont pris suffisamment d'avance à ce moment-là, peut-être que ça leur permettra de passer entre les gouttes. Mais bon, c'est des matchs en plus, des matchs à très forte intensité, des matchs dont certains ne peuvent pas revenir à 100%. Et ça peut impacter la suite de la saison de l'ASM. Alors, je pense que le bon début de championnat que réalise actuellement Clermont, tous les points, d'ailleurs Franck Azema, même les joueurs le disent, tous les points vont compter. Et très franchement, je vois bien l'ASM aller faire un coup ou deux là, sur les déplacements, sur les matchs qui suivent. Là, que donc soit à Pau et à Bordeaux. Ouais. L'ASM, très franchement, a les capacités pour aller s'imposer. C'est même plus qu'important, je pense, effectivement, à la fois au niveau comptable et au niveau psychologique de marquer les esprits, quoi. Bon voilà, ça a été fait sur les 3 premières journées, mais bon, ce n'est que le début. Si effectivement l'ASM pouvait faire un sans faute d'ici la fin septembre, il y aura déjà un mini break de fait, et bon, la période internationale de novembre sera moins impactante que celle du tournoi, qui est bon là avec 3 doublons. Donc une bonne partie de la saison sur la phase régulière de l'ASM va se jouer avant Noël, même avant mi-janvier, voilà, ou avant le début du tournoi, quoi. Après, s'il y a suffisamment d'avance, ça permettra peut-être d'aborder cette période un peu compliquée de manière plus sereine. Après, la seule inconnue, c'est l'ASM a un effectif pour répondre aux absences internationaux, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de blessures qui viennent perturber l'effectif. Parce que si tu as les internationaux qui sont absents et qu'en même temps tu as des blessures à des postes, voilà, je pense, ça fait derrière, beaucoup, aux ailes, au centre et tout ça, ça peut devenir compliqué. On l'a vu l'an passé. Voilà, on l'a vu l'an passé. Donc c'est un petit peu là, il faut croiser les doigts pour que cette cascade de blessures ne se reproduise pas. Mais c'est vrai que sur les 3 premières journées, force est de constater qu'il y a eu une blessure sérieuse à chaque match. Donc voilà, donc il y a combien, 24 journées, ou sur 24 journées, il faudrait 26 journées. 26 journées, il ne faudrait pas qu'il y ait une blessure grave à chaque journée, parce que là après ça sera compliqué pour composer. Voilà. Oui, une par journée, ça fait beaucoup. Vous parliez tout à l'heure du calendrier, Jeff. Si on te dit que par exemple l'ASM s'impose à Pau et à Bordeaux, ce qui n'est pas impossible, surtout à Pau, parce que ils boxent quand même dans une autre catégorie, on a envie de dire, et que l'ASM s'impose face à Toulon, la réception c'est fin septembre, si je dis pas de bêtises, au Michelin. Là on en saura un peu plus. Là tu changeras un petit peu ta vision des choses ou pas? Si l'ASM au bout de 6 journées est toujours invaincu avec 3 victoires à l'extérieur, notamment donc celle du Racing qui est déjà dans la poche, celle de Pau, rappelons-nous, l'ASM y avait perdu la saison dernière, celle à Chaban, rappelons-nous, l'ASM y avait perdu aussi la saison passée en ouverture de championnat. Si au bout de 6 journées l'ASM est invaincu et n'a pas plus de blessés qu'aujourd'hui, ah oui, ça devient un candidat mais ultra fort et ultra crédible pour être minimum dans les 6, voire au-dessus, comme il y a 2 saisons. Comme il y a 2 et 3 saisons où l'ASM avait sorti des saisons à l'extérieur particulièrement excellentes, avec je ne sais pas combien de points ramenés de l'extérieur. 7 ou 8 victoires, il me semble. Ah oui, ça avait été monstrueux, quoi. Donc là, oui. Oui, mais puis bon, gagner à Pau, gagner à l'UBB et battre Toulon, ça ferait donc 6 victoires en 6 journées de championnat, ça ferait donc 8 victoires en prenant les matchs de préparation. Non. Donc là, ça veut dire un gain de confiance, et puis le fameux caractère dont tu parlais et qui faisait peut-être défaut finalement la saison dernière. Oui, on l'a vu samedi. Tout n'a pas été parfait.
D'ailleurs, Franck Azema l'a souligné voilà, mais s'il y a après le match. Le point positif côté clermontois après le match face au Stade Français, c'est le caractère. On voit que cette équipe ne lâche rien et ça rejoint l'esprit de revanche qu'on évoquait avec Dédé tout à l'heure. Et je pense que cet esprit de revanche habitera également les Clermontois samedi, parce que rappelons-nous que l'an passé, l'ASM avait perdu à Pau alors qu'elle avait le match en main, et Morgan Parra l'a dit dès samedi soir. Pour lui, ce match-là, c'est le match charnière l'an passé. C'est celui qui fait basculer l'ASM du mauvais côté, entre guillemets. Du côté obscur de la force, peut-être. Tout à fait. Parce que voilà, Clermont sortait de deux grosses performances face aux Saracens en Coupe d'Europe, et il y a eu ce déplacement à Pau, voilà, avec cette faute à la dernière seconde de Beka Kakabadze qui coûte 3 points, et l'ASM s'incline sur le fil à la dernière seconde. Je pense que c'est encore dans les têtes clermontoises. Il y avait cette défaite au Racing qui avait été marquée aussi par ce choc sur Isiala. Il y a eu cette lourde défaite face au Stade Français. Ces deux équipes ont ramassé face à l'ASM ces derniers jours. Je pense que l'ASM se déplace à Pau pour gagner et pour s'imposer. Ouais, il y a effectivement cet esprit de revanche, mais on sent quand même globalement, même au bout de 3 journées, une certaine maîtrise collective dans cette équipe qui est intéressante, notamment je pense au niveau de la défense. Ce qu'on a vu face au Stade Français, la défense sur les ballons portés, cette volonté de faire reculer l'adversaire, voilà, c'est quand même assez symbolique du nouvel état d'esprit et de ce collectif retrouvé ce début de saison à l'ASM. Et bien voilà, ce sera c'est une équipe qui regagne des duels, et quand on regagne des duels, on joue dans l'avancée, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, et jouer dans l'avancée, ça veut dire que votre adversaire, il défend sur les talons, et c'est quand même beaucoup plus facile après. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce débat, messieurs. Merci. Dans un instant, le quiz. Préparez vos neurones. Nous allons faire appel à votre mémoire pour deviner d'anciens joueurs de l'ASM. Mais tout de suite, c'est l'heure de vos tops et de vos flops. Allez, on commence avec Jeff. Ton top pour commencer. Morgan Parra. Mais encore la rentrée de Morgan Parra, c'est sa 10e saison à l'ASM. Quand il est là, on voit tout de suite qui est le patron. Je reviendrai aussi sur les performances de Greg Edlow, il n'y a pas de problème. Mais quand il est là, on voit qui est le patron. C'est un 9e avant. C'est le patron pour moi sur le terrain, dans sa gestion des temps forts et des temps faibles, dans ses choix, dans son jeu. Il nous a encore sorti un 100% au pied, auteur d'un essai, passeur décisif sur un autre. On sent qu'il a envie. Ah non, c'est... Il a toujours envie. Enfin, c'est un compétiteur, mais là, on le sent encore plus remonté que Pas oublier que l'an dernier, dans la tempête, ça a été quand même celui qui a tenu la barre du bateau, alors qu'il aurait très bien pu couler. On se rappelle de matchs contre Lyon, contre Lyon, et d'autres matchs de fin de saison où c'était quand même très compliqué, et l'ASM était pas loin de basculer du côté de jouer la descente. Morgan Parra, mais je voudrais associer Greg Edlow parce que l'international écossais, il a fait les 2 premiers matchs de top 14, et je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en France aujourd'hui en termes de demi de mêlée, et il n'y a peut-être même pas aussi bien en Europe. Voilà. Bon. Le top, Dédé, ton top? Mon top, c'est l'ours tongien, Loni Huila, qui, on peut le dire, l'année dernière nous avait laissé un peu sur notre faim. On connaissait le joueur pour l'avoir vu évoluer dans le Super Rugby à la télé, et on se demandait un peu ce que ça allait donner dans le top 14. Bon, l'an dernier, il y a eu... cette blessure, cette suspension. Il se blesse quand il a cette suspension avec ce plaquage un peu en retard. Il était en retard, un peu à l'image de son équipe, qui a eu un retard à l'allumage et que l'ASM n'a jamais réussi à combler. Et là, on voit qu'après une belle préparation, il réalise vraiment un début de saison assez exceptionnel. Alors que ce soit sur les fondamentaux, ce qu'on attend d'un pilier, c'est d'être très bon en mêlée. Il a concassé Tamei Funa au Racing. Là, il fait encore une très belle performance face au Stade Français. Bon, je sais que Manu est pas trop fan de son jeu au pied, mais on lui il a quand même secteur qui doit travailler. Mais il a une belle activité dans le jeu, et il a une belle mobilité pour voir le gabarit et 125 kilos. Et pour enfoncer le clou par rapport à ce que dit Dédé sur Loni Huila, il a été très bon en mêlée fermée
jouer alors que ce n'est pas spécialement dans la culture des Néo-Zélandais. Voilà. Oui, c'est tout à fait, oui. C'est dans la culture néo-zélandaise. Enfin bon, je ne suis pas des spécialistes comme vous, mais c'est plus une remise en jeu que véritablement une épreuve de force et le baromètre d'un match comme ça peut l'être en France. Et je pense qu'il y a un sacré boulot qui a été fait par Didier Besse pour l'amener à un tel degré de performance dans cet exercice si particulier de la mêlée fermée dans le top 14. Et après, on connaît ses qualités dans le jeu. Et ce qui est plutôt étonnant aussi, c'est de voir un peu la résistance qu'il a. Physiquement, il est intéressant parce que c'est pas un feu de paille. Il tient la distance. Et personnellement, je le trouve nettement plus affûté qu'il ne l'était la saison passée. Voilà. Oui, la saison passée qui avait été compliquée. On oui. l'a dit tout à l'heure, cette blessure, cette suspension. Voilà, l'adaptation aussi, un nouveau championnat, un nouveau pays, nouveau continent. Et nouvelle là, culture. comme tout le monde, il a eu le temps de se préparer. Il a eu une période de préparation assez longue. Et effectivement, je voulais en faire mon top, pour être tout à fait franc. Bon, alors Manu, il faut que tu change, trouves un Manu, autre top. change. C'est à toi pour le top. Alors, t'as une idée ou pas? Oui, effectivement. Morgan Parra. Non, on va rester dans la charnière. Ah. On va rester au niveau Donc de la Camille charnière. Lopez. Camille Lopez, qui depuis le début de la saison a retrouvé le niveau qui était le sien, ce niveau international. Voilà, il est enfin débarrassé de tous ces petits pépins physiques et c'est du grand Camille Lopez qu'on voit depuis le début du championnat, alors qu'il soit associé à Greg Ledlow, à Morgan Parra, c'est la même chose. Sur le terrain, il fait toujours les bons choix, une précision chirurgicale au pied, il arrive à trouver des passes au pied qui sont quand même assez extraordinaires. On a vu au Racing il y a une dizaine de jours. Chapeau, très franchement. Il joue en pleine confiance. Il joue en pleine confiance et ça se voit. Et puis sur les deux drops qui passent, que ce soit au Racing ou que ce soit encore samedi face au Stade français, c'est important de claquer des drops. On en voit de moins en moins dans le rugby moderne, mais ça permet de scorer et de conforter. Et quand on a un temps fort, on arrive chez l'adversaire, on marque. Voilà, c'est tout bête, mais ça fait 3 points de plus. Et sur des matchs clés, des matchs serrés, ça peut faire la différence aussi. Voilà pour les tops. Maintenant, on va passer au flop. Jeff. J'avais un mot à dire moi sur Camille Lopez. Je vais finir ce que disait Manu. C'est ça le problème. T'as toujours un mot à dire. J'ai toujours non, comme le professeur Rollin, toujours quelque chose à dire. Et j'ai surtout un avis. Non, sérieux, Camille Lopez, ça c'est un ouvreur de classe internationale. Ça c'est un joueur de niveau international. T'as les yeux qui brillent là. Ah bah oui non, parce que on nous fait, on nous saoule avec Plisson. Je suis désolé, il a jamais franchi le cap. Voilà. Pour moi, bonjour à nos amis du Stade Français. Pour moi, il est surfait. Et puis, quand on compare la prestation de l'un et de l'autre samedi, elle n'est pas flatteuse pour le demi d'ouverture du Stade Français. Voilà qui est dit. Donc ton flop. Paf. Mon flop, Monsieur Cardona. L'arbitre de la rencontre Toulon-Castres. Attention. Copieur. Alors, tout d'abord, je n'ai rien contre le RCT. Je préviens tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ouais. Je n'ai rien pour non plus. Il y en a qui vont pas te croire. Mais... Non, c'est Monsieur Cardona, sa gestion de la fin de match, elle est étonnante et pour moi, elle est pas tout à fait compréhensible. Alors, il a mis un temps fou à adresser le carton rouge à Mathieu Bastaro et il a trouvé le moyen sur la même action de mettre un jaune à Sanson, comme s'il ne voulait pas trop enfoncer les Toulonnais en cette fin de match. D'abord il y a ça et puis il y a la dernière action du match. Pour moi il y a une erreur flagrante en faveur du RCT ou en défaveur du Castres Olympique. Tu oublies aussi l'essai qui donne la victoire. Voilà, il y a l'essai qui fait passer, mais comme Dédé a l'air de vouloir dire aussi du bien de Monsieur Cardona, je lui fais une passe sur un pas. À toi, Dédé. 3 minutes, les 3 dernières minutes du match, des décisions proprement hallucinantes et scandaleuses pour Castres, parce que l'essai de Nakossi vient d'un contre qui part d'un ruck et sur ce ruck notre ami Monribaud ex-agenais est bâillonné et en position illicite, il prend le ballon, ça doit être sanctionné, donc l'action doit s'arrêter là.
Après, la passe d'Escande est clairement en avant. Donc pas d'appel à la vidéo. Bon, là-dessus, essai transformé. Renvoi. Rock 30 mètres face au poteau de Toulon. Contre-rock des Castrés. Le ballon gicle. Tioki qui est en position de hors-jeu prend le ballon. Et il n'est pas sanctionné. Au contraire, on sanctionne un plaquage haut des Castrés. Et voilà. Alors que... c'est complètement hallucinant justement que Tioki, qui commet la première faute, doit être sanctionné. Donc ce qui fait une pénalité pour Oda Pieta, 30 mètres face au poteau, avec un point de retard. On peut légitimement penser que le scénario aurait été différent à la fin. Donc pour toi, ça fait beaucoup, quoi. Ah ben, ça fait beaucoup, d'autant que le vendredi... Laurent Cardona était invité de la nouvelle émission de Mourad Boudjelal sur Eurosport. Ouais. Donc ça s'appelle comment déjà l'émission? La commission de discipline. Ouais. Voilà. Donc bon, un mélange des genres et puis voilà, des décisions le dimanche qui voilà, Interpelle, laisse un peu sans voix. J'ai trouvé à ce titre d'ailleurs la réaction des Castrés assez noble. Parce que à leur place, beaucoup, si ça avait été dans l'autre sens, je pense qu'on aurait pu entendre la douce voix et les formules assez chocs, les punchlines dont notre ami Mourad a le secret, et ça aurait pu atteindre quelques sommets dans la Boudjelalitude. Non, chapeau effectivement, pour revenir sur ce que dit Dédé, Christophe Furios, parce qu'il y a pas mal d'entraîneurs et de présidents effectivement qu'on aurait entendu toute la semaine. Là, il allait voir l'arbitre à la fin du match, ils ont eu une explication, mais derrière, en conférence de presse, voilà, il revient pas là-dessus. Chapeau, parce qu'il pouvait être en colère effectivement après cette fin de match. Manu, si Jeff, j'imagine que Jeff a un mot à ajouter, non? C'est ça? Oui. Tu me connais Martial. Non, je vais rebondir comme toujours. C'est vrai qu'on peut louer la noblesse de Christophe Furios, mais aussi la dignité et la sobriété de Joël Abd et de Frédéric Charrier, ses compères sur le banc, ainsi que des joueurs interrogés en zone mixte. Ça a été très, très intelligent de leur part. Ils n'ont rien rajouté, ils n'ont pas jeté d'huile sur le feu. Et en effet, on en connaît d'autres qui seraient encore en train de brailler sur ces étonnantes décisions de fin de match. Voilà, bonjour à Mourad Boudjelal. Donc Manu, ton flop? On va rester sur ce Toulon Castres. Il fait beaucoup parler. Alors, je vais pas parler d'arbitrage. Je vais simplement revenir sur ce geste de Mathieu Bastaro. Je comprends pas très franchement. Alors, j'ai rien contre lui. Rappel pour ceux qui n'ont pas vu le match. Voilà, qui assène un coup. Une manchette, en bonne et due forme, à son sans raison. Enfin, voilà. Avec un mec de son expérience, avec une expérience comme il a, qui plus est capitaine, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les joueurs savent, voilà, il y a des caméras partout, il y a de l'arbitrage vidéo, l'arbitre peut revenir à n'importe quel moment sur un geste illicite. Les joueurs peuvent être cités. Effectivement, après coup. Comment on peut voir des gestes pareils. Alors autant, je ne pardonnerai pas, mais un jeune joueur qui est cherché sur un terrain, qui n'a pas cette expérience ou qu'un manque de lucidité en fin de match, qui puisse répondre à une provocation, avoir un geste déplacé comme Kakabadze l'an passé à Pau. À la limite, ça tu peux comprendre. Je peux comprendre, mais Bastaro n'a pas 20 ans. Un joueur d'expérience. Voilà, avec son expérience, il n'a pas le droit de faire ça, très franchement. Je pense que ça en dit long sur le degré de nervosité des Toulonnais avant ce match. Et globalement, sans l'aide presque providentielle de notre ami Cardona, le match était près de leur échapper. Donc voilà, et une deuxième défaite à la maison, une troisième défaite d'affilée. Pour un club du standing de Toulon avec l'environnement qu'il y a là-bas, ça fait un peu tâche. Ça fait, c'est de la cocotte minute après. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de Toulon cette saison à mon avis. Et alors pour finir sur mon flop, j'attends quand même de voir la suspension dont va écoper Mathieu Bastaro, parce que vu son geste,
Là, on ne devrait pas le voir sur les terrains pendant un petit moment. Pendant un petit moment, ok. Oui. Enfin, on verra. Qui vivra verra. On verra quoi. Le président de la Fédération française de rugby, voilà, a visiblement une grande passion pour les commissions de discipline et quelques relations dedans. Et quand on sait que c'est l'ancien entraîneur du RC Toulon, voilà, on sera vigilant. En tout cas, on regardera ce qui sort de cette commission de discipline pour Mathieu Bastaro, parce que bon, c'est vrai que il y a d'autres joueurs, que ce soit à Clermont ou ailleurs, qui pour des gestes une gravité inférieure ont écopé de plusieurs matchs de suspension. Donc là, sur une agression caractérisée au sol, bon, voilà, on aura du mal à comprendre effectivement qu'il s'en tire avec 2 ou 3 matchs. Voilà, c'est noté et on passe le bonjour bien évidemment à Bernard Laporte. Et à Mourad Boudjelal. Oui, si tu veux. les tops et les flops, c'est fini. C'est l'heure du quiz. Alors messieurs, je vais faire travailler vos neurones. Le premier d'entre vous qui arrive à 2 bonnes réponses à gagner. L'objectif est de deviner le nom d'un ancien joueur de l'ASM. Alors, je sais pas, Jean-François, je vous surveille. C'est parti. Alors là, de toute façon, j'ai pas les noms sur mes fiches, donc enfin, je vais essayer de m'en souvenir moi. Je suis né le 8 décembre 1977. J'ai évolué au poste de mid d'ouverture. J'ai joué sous le maillot de l'ASM durant 2 saisons de 2004 à 2006. J'ai fini ma carrière au London Wasps. Je compte 104 sélections en équipe nationale, celle du Pays de Galles. Stephen Jones. Stephen Jones. Manu l'a dit juste avant, donc le point est pour lui. Il n'y a pas un replay? Je suis pas sûr moi. Non. Si, certain. Je t'avoue. Demandez la vidéo, Jeff. Ah ouais. Arbitrage vidéo s'il vous plaît. Messieurs, je suis né le 22 novembre 1972 à Béziers. J'ai débuté ma carrière senior à Grenoble en 1990. J'ai porté ensuite les couleurs de Bègle-Bordeaux avant de tenter une aventure en Angleterre chez les Saints. Mon surnom est la Brouze. Je suis Olivier Brouzet. 1 point pour Jeff, 1 point pour Manu. Allez Dédé. Allez, encore un joueur à trouver. Je suis né le 17 janvier 1975 en Angleterre. J'ai été formé à l'université de Bristol. Je mesure 1m83. Je n'ai joué qu'une seule saison à l'ASM, la saison 2007-2008, avant d'intégrer le staff clermontois. King. Alex King. Bravo, mais Dédé, il est toujours un poil de retard. Ah oui, moi j'ai pas donné le prénom pour aller plus vite. 2 points, Alex King, et effectivement, c'était le co-entraîneur de Montpellier. Le joueur à trouver, il est depuis effectivement 2017, depuis la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il est co-entraîneur de Montpellier avec Nathan Hines. Et aux côtés Vern Cotter, en effet, voilà. ancien. Aux côtés de Vern Cotter, effectivement. Messieurs, écoutez, en tout cas, je vous remercie. La victoire est donc pour Jeff. J'ai gagné quoi? Offrir une boisson à la machine à café par les 2 perdants. Voilà, par Manu et Dédé. Voilà, ça sera pas trop cher, donc ça sera dans nos cordes. Voilà. Ça ira. J'ai pensé à vos bourses. L'épisode 1 du podcast ici Montferrand est donc terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives, sur notre page Facebook, nos comptes Twitter et Instagram et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs d'avoir entraîné ce premier épisode. Bonne semaine et à lundi prochain. Salut Martial. Salut.